à voir, était étendu un pauvre enfant, épuisé de fatigue et de souffrance, et plongé dans un profond sommeil. Il avait un bras en écharpe, replié sur la poitrine, et il appuyait sur l'autre sa tête à demi cachée par une longue chevelure qui flottait sur l'oreiller. L'honnête docteur, tenant le rideau soulevé, resta une minute environ à regarder en silence le pauvre blessé. Tandis qu'il l'examinait, la jeune fille se glissa doucement près de lui, s'assit à côté du lit et écarta les cheveux qui couvraient la figure d'Olivier. En se penchant sur lui, elle laissa tomber des larmes sur son front. L'enfant tressaillit et sourit dans son sommeil, comme si ces marques de pitié et de compassion l'eussent fait rêver d'amour et d'affection qu'il n'avait jamais connues, de même que les sons d'une musique harmonieuse, le murmure de l'eau dans le silence des bois, le parfum d'une fleur, ou même l'emploi d'un mot qui nous est familier, rappellent parfois, à notre imagination, le vague souvenir de scènes sans réalité dans notre vie, souvenirs qui se dissipent comme un souffle, et qui semblent se rattacher à une existence plus heureuse et passée depuis longtemps, car l'esprit humain est impuissant à le reproduire et à le fixer. « Qu'est-ce à dire » s'écria la vieille dame. « Il est impossible que ce pauvre enfant ait été complice des voleurs ?» « Le vice, dit le docteur avec un soupir, en laissant retomber le rideau. Le vice fait sa demeure dans bien des temples. Qui sait s'il ne se cache pas sous cet extérieur séduisant ? Mais il est si jeune, se hâta de dire Rose. Ma chère demoiselle, continua le chirurgien en secouant tristement la tête, le crime est comme la mort. Il n'est pas seulement le partage de la vieillesse et de la décrépitude. La jeunesse et la beauté sont trop souvent les victimes qu'il choisit de préférence. Mais monsieur, ce n'est pas possible, dit Rose. Vous ne pouvez pas croire que cet enfant si délicat se soit associé volontairement à des scélérats. Le chirurgien hocha la tête de manière à montrer qu'il ne voyait à cela rien d'impossible, puis il fit observer que la conversation pourrait troubler le sommeil du blessé et conduisit les dames dans une chambre voisine. Mais quand même il serait coupable, continua Rose. Songez combien il est jeune, songez que peut-être il n'a jamais connu l'amour d'une mère, le bien-être du foyer domestique, que les mauvais traitements, les coups, la faim l'ont peut-être entraîné à s'associer à des hommes qui l'ont forcé au crime. Ma tante, ma bonne tante, je vous en conjure, pensez à tout cela avant de le laisser mener en prison, ce pauvre enfant blessé. Ce serait d'ailleurs renoncer pour lui à tout espoir de devenir meilleur. Vous qui m'aimez tant, qui par votre bonté et votre affection m'avez tenu lieu de mère et préservé de l'abandon où j'aurais pu tomber comme ce pauvre enfant, je vous en prie, ayez pitié de lui quand il en est temps encore. Cher enfant, dit la vieille dame, en pressant sur son cœur la jeune fille qui fondait en larmes, crois-tu que je voudrais faire tomber un cheveu de sa tête ? Oh non, répondit Rose avec vivacité, pas vous, ma tante. Non, dit madame Maïli d'une voix émue. Mes jours sont sur leur déclin. Puisse Dieu avoir pitié de moi comme j'ai pitié des autres. Que puis-je faire pour le sauver, monsieur ? Laissez-moi réfléchir, madame, dit le docteur. Laissez-moi réfléchir. Monsieur Losberne se mit à se promener de long en large dans la chambre, les mains dans les poches, s'arrêtant parfois et fronçant le sourcil. Après s'est écrié à plusieurs reprises « J'y suis !» et puis « Non, ce n'est pas cela !» Et avoir recommencé autant de fois à se promener et à froncer le sourcil, il s'arrêta définitivement et parla en ces termes. « Je pense que si vous m'accordez l'autorisation pleine et entière de malmener Giles et ce gamin de Brittles, je viendrai à bout d'arranger l'affaire. C'est un vieux serviteur dévoué, je le sais, mais vous pourrez compenser cela de 1000 manières et récompenser autrement son adresse au pistolet. Vous ne vous y opposez pas. » Non, répondit madame Maïli, s'il n'y a pas d'autre moyen de sauver l'enfant. Il n'y en a pas d'autre, dit le docteur. Pas d'autre, croyez-moi sur parole. Ma tante vous remet ses pleins pouvoirs, dit Rose, en souriant malgré ses larmes. Mais je vous en prie, ne traitez durement ces pauvres gens qu'autant que cela sera rigoureusement nécessaire. Vous avez l'air de croire, répondit le docteur, que tout le monde, excepté vous, est porté aujourd'hui à la dureté. Je souhaite seulement que lorsqu'un jeune homme digne de votre choix fera appel à votre compassion, il vous trouve dans ses dispositions tendres et bienveillantes. Je regrette en vérité de n'être plus jeune et de perdre une si belle occasion de les mettre à l'épreuve. Vous êtes aussi enfant que Brittles, dit Rose en rougissant.
Bah, dit le docteur en riant, ce n'est pas difficile. Mais revenons à notre blessé. Il nous reste à stipuler une importante condition. Il s'éveillera dans 1 heure environ. Je le prévois. Et quoique j'aie dit en bas à cet imbécile de constable que l'enfant ne peut ni remuer ni parler sans danger pour sa vie, je pense que nous pourrons causer avec lui sans inconvénient. Maintenant je pose une condition, c'est que je l'examinerai en votre présence, et que si d'après ses réponses nous jugeons qu'il est tout à fait perverti, ce qui n'est que trop probable, nous l'abandonnerons à ses destinées. Je ne me mêlerai plus de rien, quoi qu'il arrive. Oh non, ma tante, dit Rose d'un ton suppliant. Oh si, ma tante, dit le docteur. Est-ce convenu? Il ne peut pas être endurci dans le vice, dit Rose. C'est impossible. Fort bien, répliqua le docteur. Alors raison de plus pour accepter ma proposition. Finalement le traité fut conclu, et les parties contractantes s'assirent en attendant avec quelque impatience le réveil d'Olivier. La patience des dames fut mise à une épreuve plus longue qu'elles ne pensaient, d'après les prévisions de M. Losberne. Plusieurs heures s'écoulèrent, et Olivier dormait toujours profondément. Il était déjà tard quand le bon docteur vint leur annoncer que l'enfant était assez éveillé pour qu'on pût lui parler. Il est très souffrant, dit-il, et affaibli par la perte de sang, résultat de sa blessure. Mais il paraît si préoccupé du désir de révéler quelque chose que je préfère condescendre à ce désir plutôt que d'insister, comme je l'aurais fait sans cela, pour qu'il se tienne tranquille jusqu'à demain matin. L'entretien fut long. Olivier raconta toute son histoire. Son état de souffrance et de faiblesse le força souvent d'interrompre son récit. Il y avait quelque chose de solennel à entendre dans cette chambre sombre, la faible voix de cet enfant blessé, racontant la longue suite de malheurs et de souffrances que des hommes cruels lui avaient fait endurer. Oh, si nous songions, quand nous accablons nos semblables, aux fatales erreurs de la justice humaine, aux iniquités qui crient vengeance au ciel et attirent, tôt ou tard, le châtiment sur nos têtes, si nous pouvions entendre la voix de tant de victimes s'élevant du fond des tombeaux, voix plaintive que nulle puissance ne peut forcer au silence, le monde offrirait-il chaque jour tant d'exemples d'injustice et de violence, tant de misère et de cruauté? Ce soir-là, ce fut la main d'une femme qui soigna Olivier. La beauté et la vertu veillèrent sur son sommeil. Il se sentit calme et heureux. Il serait mort sans se plaindre. Dès que ce touchant entretien fut terminé et qu'Olivier se disposa à se rendormir, le docteur s'essuya les yeux et descendit pour s'attaquer à M. Giles. Ne trouvant personne dans l'appartement, il réfléchit qu'il valait peut-être mieux commencer les hostilités en pleine cuisine et que cela ferait plus d'effet. En conséquence, il se dirigea vers la cuisine, véritable chambre délibérante de l'agent domestique. Il y trouva réunies les servantes, M. Brittles, M. Giles, le chaudronnier, qui, en récompense de ses services, avait été invité à se régaler, et le constable. Ce dernier avait un gros bâton, une grosse tête, de gros traits, de grosses bottes, et paraissait avoir bu une dose de bière en rapport avec sa grosseur. Les événements de la nuit faisaient encore le sujet de la conversation. M. Giles parlait avec complaisance de la présence d'esprit dont il avait fait preuve, et M. Brittles, un pot de bière à la main, appuyait toutes les paroles de son chef quand le docteur entra. « Ne vous dérangez pas, dit-il en faisant un signe de la main. « Merci, monsieur, dit M. Giles. Madame m'a ordonné de donner de la bière, et comme je n'étais nullement disposé à rester seul dans ma chambre, je suis venu me mêler ici à la compagnie. » Brittles et toute l'assistance témoignèrent par un murmure approbateur du gré que l'on savait à M. Giles de sa condescendance, et celui-ci, promenant autour de lui un regard protecteur, avait l'air de dire que tant que la société se conduirait comme il faut, il ne la quitterait pas. « Comment va le blessé ce soir » demanda Giles. « Pas trop bien, » répondit le docteur. « Je crains que vous ne vous soyez embarqué là dans une fâcheuse affaire, monsieur Giles. »« J'espère bien, monsieur, qu'il ne mourra pas, » dit Giles tout tremblant. « Si je le croyais, je ne m'en consolerais jamais. Je ne voudrais pas, pour toute l'argenterie du monde, être la cause de la mort d'un enfant. »« Ce n'est pas là la question, » dit le docteur d'un air mystérieux. « Êtes-vous protestant, monsieur Giles ?»« Sans doute, monsieur, » balbutia M. Giles, qui était devenu très pâle. « Et vous » demanda le docteur, en s'adressant à Brittles d'un ton sévère. « Mon Dieu, monsieur » répondit Brittles en se redressant vivement, « je suis comme M. Giles. » « Eh bien alors,
Répondez-moi tous deux, reprit le docteur d'une voix courroucée. Pouvez-vous affirmer sous serment que l'enfant qui est là-haut est bien celui qui a passé la nuit dernière par la petite fenêtre? Voyons, répondez, je vous écoute. Le docteur, dont la douceur de caractère était universellement connue, fit cette demande d'un ton si irrité que Giles et Brittles, étourdis par la bière et la chaleur de la conversation, se regardèrent l'un et l'autre, ébahis et stupéfaits. Constable, faites attention à leurs réponses, reprit le docteur. Avant peu on verra ce qui en résultera. Le constable se donna l'air le plus magistral qu'il put et saisit le bâton, insigne de ses fonctions. Remarquez que c'est une simple question d'identité, dit le docteur. Comme vous dites, monsieur, répondit le constable en toussant très fort, car dans sa précipitation à finir de boire sa bière, il avait failli s'étrangler. Voici une maison que l'on force, dit le docteur. Troublés par cette attaque, deux hommes entrevoient un enfant de l'obscurité et à travers la fumée de la poudre. Le lendemain, un enfant se présente dans cette même maison, et parce qu'il a le bras en écharpe, ces hommes se saisissent de lui avec violence. En agissant ainsi, ils mettent sa vie en grand danger, et ils jurent ensuite que c'est le voleur. Maintenant, reste à savoir si les faits leur donnent raison, et dans le cas contraire, dans quelle situation ils se mettent. Voilà bien la loi, ou je ne m'y connais pas, dit le constable en faisant un signe de tête respectueux. Je vous le demande encore, s'écria le docteur d'une voix de tonnerre. Pouvez-vous affirmer solennellement, par serment, l'identité de l'enfant? Brittles et Giles se regardaient d'un air indécis. Le constable mit la main derrière son oreille pour mieux saisir leur réponse. Les deux servantes et le chaudronnier se penchèrent en avant pour écouter, et le docteur promenait autour de lui un regard pénétrant, quand on entendit sonner à la porte et en même temps le bruit d'une voiture. « Voici la police !» s'écria Brittles, soulagé par cet incident imprévu. « Quelle police ?» dit le docteur, troublé à son tour. « Les agents de Bow Street » ajouta Brittles en prenant une chandelle. « Monsieur Giles et moi nous les avons fait prévenir ce matin. »« Comment ?» s'écria le docteur. « Oui, monsieur, dit Brittles. J'ai envoyé un mot par la diligence, et je m'étonnais qu'ils ne fussent pas encore ici. »« Ah, vous avez écrit ? Au diable les diligences !» dit le docteur en